Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, temps additionnel, FC Corner ou bien Efrica. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site lucarneopposé.fr, lucarne-opposé.fr. C'est la base, mes amis, c'est la base. Chers amis, sachez qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, le coronavirus sévit, retardant les sorties de nos 10e et 11e numéros de Lucarne Opposé Magazine. Sachez néanmoins qu'une grande partie de ceux déjà parus sont disponibles en commande numérique au moins sur notre site. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un euro. Aujourd'hui, Bola Latina pose la question qui fâche au Mexique: doit-on arrêter de parler des Cuatro Históricos? Pour éclaircir cet épineux sujet, épineux, cactus, Mexique, c'est impensif, mais ma foi ça marche toujours, nos micros seront dirigés vers Diego Tonatu, local de l'étape. Que onda, Dieguito? Que onda, vous allez bien? Eh ben écoute, très bien, confiné, mais toi confiné au Mexique, c'est ça? Exact, bon. À Mexico. Bon, ma foi. On s'est dirigé vers Diego Tonatu et l'autre micro sera dirigé vers El Jefe Nicolas Cougo qui, je crois, touche quand même sa bille question foot mexicain. Comment ça va, Nico? Ça va très bien, et vous, messieurs? Bah écoute, il y en a un au Mexique qui va tant bien que faire se peut, avec des bons tacos, et puis l'autre qui est confiné. Bien, on est tous confinés, c'est terrible. Bien alors messieurs, commençons par le commencement. De qui ou de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque les Cuatro Históricos? Les Cuatro Históricos, pardon pour l'accent, au Mexique. Alors, c'est un peu une hiérarchie qui est en train d'être bousculée à l'heure actuelle, mais à la base, il y a 4 historiques, donc les Cuatro Históricos. On en considère qu'il y en a 3 à Mexico et un à Guadalajara. Guadalajara qui est la deuxième ville du pays et qui est représentée par le club des Chivas. Et donc c'est un des clubs les plus populaires au Mexique, même aux États-Unis. Et donc il y a les 3 clubs de Mexico. On compte les Pumas de l'université autonome, Cruz Azul qui est connu pour les lecteurs de Hello pour être le club de losers par excellence, et évidemment le gigantesque, le mastodonte richissime América. Voilà, pour compléter le quatuor. Tu es d'accord avec cette définition, Nico? J'imagine que oui, hein, c'est la définition du dictionnaire mexicain. Oui, c'est la définition qui est, comme l'évoquait Diego, mais on va en reparler, qui est un petit peu mise à mal ces derniers temps. Mais voilà, les Cuatro Históricos, pour jusqu'ici intouchables, ce sont eux. Voilà. S'ils sont classés comme ça, c'est avant tout parce qu'ils ont un peu chacun eu leur décennie. Voilà, c'est ce que j'allais demander. C'est ce que j'allais demander, messieurs. Déjà, comment ont-ils glané ces glorieux galons d'historique? Déjà, c'est si on regarde le palmarès, c'est clairement les 4 ou 5 clubs les plus titrés au Mexique. Le premier, c'est l'América, 13 titres. Ensuite viennent les Chivas avec 12. Et ensuite, on a Cruz Azul 8 et Pumas 7. Et ensuite, il y a vraiment, on peut vraiment parler de période pour chacune de ces équipes. Donc, si on considère que le football professionnel au Mexique a commencé dans les années 40, avant c'était vraiment un niveau amateur et c'était des clubs, principalement des clubs fondés par des Espagnols qui étaient sur place. Les premiers vrais clubs mexicains arrivent dans les années 40 et t'as les Chivas qui arrivent au niveau professionnel. Et t'as les Chivas qui gagnent de nombreux titres dans les années 50, dans les années 60. Notamment avec un certain la grande majorité. Balcázar. Oui, il gagne la plupart. Enfin, il y a vraiment qu'une équipe à cette période-là. Il y a notamment un joueur qui s'appelle Hernández Balcázar qui n'est autre que le grand-père de Chicharito, l'actuel attaquant de Los Angeles Galaxy, l'ancien. Enfin, je dis l'ancien parce que il a pas marqué depuis longtemps avec la sélection, mais il est toujours meilleur buteur de la sélection.
Puis ensuite, dans les années 70, t'as les Pumas, propulsés par l'université. T'as l'América qui est acheté par une grande chaîne de télévision qui s'appelle l'América. T'as Cruz Azul aussi qui viennent mettre à mal un peu l'hégémonie des Chivas. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment la culture foot ou que le niveau footballistique au Mexique arrive. En plus de ça, il y a la Coupe du Monde 70. Et donc, du coup, on parle vraiment des 4 historiques à ce moment-là. Et dernièrement, le vrai gros club parmi ces 4-là, c'est vraiment l'América qui a gagné, il me semble, 3 ou 4 titres dans les années 2010. Nicolas, ces 4-là ont des identités bien différentes. Au-delà des titres, qu'est-ce qui les réunit ? C'est ce que dit un peu Diego. Ce qui les réunit, c'est qu'ils ont tous, à tour de rôle, parfois en se chevauchant un petit peu, ou ils ont tous quand même marqué une époque, qui n'est pas forcément la même, Diego l'a dit, mais en fait, ils se sont inscrits dans le paysage parce qu'ils ont marqué, parce que, tu vois, par exemple, l'América, le Chivas des années 50-60 a vraiment marqué son temps, l'América a marqué son temps aussi, les Pumas avec l'époque Hugo Sanchez, etc., ça a marqué son temps également. Et donc, ils ont eu le temps et ça correspondait, comme disait Diego, à une époque, on va dire entre les 2 Coupes du Monde, si on doit prendre ces 2 repères-là qui sont passés au Mexique, il y avait le football s'installait véritablement, c'est pas qu'il n'était pas présent avant, mais si tu veux, il était vraiment là, il devenait encore plus culturel. Et voilà, ces équipes-là marquaient ces époques-là aussi. Et donc, elles ont eu le temps de devenir les premiers géants. Concrètement, les 4 historiques, on va le dire, ce sont les premiers géants du football mexicain. Oui, parce qu'on comptabilise d'autres clubs qui ont gagné des titres avant la période de la Seconde Guerre mondiale. Souvent, ce sont des clubs espagnols créés par des Espagnols, des clubs qui n'étaient absolument pas suivis par les Mexicains. Parce que pendant longtemps, le Mexique s'est posé la question s'il allait jouer au football ou s'il allait jouer au baseball. Ça, c'est vraiment un débat qui a longtemps eu lieu. Alors, ensuite, on sait ce qui est devenu du baseball, qui est devenu très largement secondaire. Et oui, c'est vraiment ça, en fait, le tournant, c'est 70. C'est l'organisation de la Coupe du Monde. Voilà, l'entre-deux Coupe du Monde, parce que finalement, 16 ans, c'est très peu. Entre 70 et 86, c'est très peu pour, je pense qu'aucun pays a organisé 2 Coupes du Monde en un laps de temps aussi restreint. En effet, non. Mais au-delà de, est-ce qu'il y a quelque chose quand même au-delà de la domination, avant de parler du fait que ce statut d'historique soit remis en question, mais sur ces 4-là, il y a quand même quelque chose qui me tarabiscote, c'est que voilà, on a les Pumas, club universitaire très très ancré intellectuel, les Chivas, le côté mexicain, on sait que c'est un club qui n'accueille que des joueurs mexicains et qui en plus est le club de la seconde ville du pays, l'América qui est le méchant de la bande, le foot business, l'internationaliste, et Cruz Azul un peu plus industriel, le football ouvrier, de l'entreprise, du cimentier Cruz Azul. C'est même une coopérative toujours. Et voilà, donc quelque chose de très associatif presque. C'est des profils très différents. Est-ce que, on le sait, le Mexique est un pays de lucha libre. Pour avoir du spectacle, il faut que tout le monde ait son rôle. Est-ce que c'est pas aussi en prenant un rôle pour les spectateurs mexicains que ces 4-là ne sont pas forgés des profils d'historiques ? Alors, tu as totalement raison. On a parlé du sportif avant avec les périodes de domination. Là, on vient sur le terrain culturel. Et je pense que c'est tout club, mais dans n'importe quel pays, à partir du moment où le football devient un fait culturel, a besoin de représentativité, a besoin de personnes d'acteurs qui les représentent, parce que on l'a pas vraiment dit, mais chacun de ces clubs a souvent un joueur emblématique. Et comme tu le dis, au Mexique, on n'est pas pour un club parce que ça représente un quartier, on n'est pas pour un club parce que ça représente forcément une strate sociale, mais c'est plutôt un comportement, j'ai envie de dire, ou un caractère. Comme tu dis, t'as l'América qui est tu parlais du vilain petit canard, mais c'est vraiment l'ambition, c'est la grandeur. Donc je pense que quand t'es quelqu'un d'ambitieux ou quand t'es quelqu'un qui aime briller, qui aime un peu les strass et les paillettes, tu seras pour l'América. Quand t'es vraiment plus ancré sur ton territoire, tu seras pour les Chivas. Si t'es un peu plus intellectuel, tu seras pour les Pumas. Après, évidemment, il y a des différences, mais il n'y a pas le côté socio-économique qui entre en compte. Tu as vraiment, et ni le côté territorial avec un quartier comme tu peux avoir en Argentine, par exemple, où chaque quartier a avoir son club. Ça n'existe pas vraiment. Ouais, c'est plus un caractère qui va faire que tu seras pour telle ou telle équipe. Et c'est un peu comme ça que s'est construit le Mexique. Souvent, très souvent, dans l'antagonisme avec l'América, qui représente le football business dès les années 60-70. Et c'est un rôle assumé par l'Américain. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand on a été les voir,
tu te souviens quand on est allé les voir, Simon, ils nous l'ont dit clairement, il fallait prendre le rôle du méchant, on va assumer le fait d'être méchant, on va pousser jusqu'au bout. Et voilà, exactement. Avant que ça explose, ça leur, comme ils nous disaient, ça leur est revenu un petit peu au visage, le Odiamemas avec le côté marketing. Déteste-moi plus. Ouais, pardon. Mais c'est vrai que c'est un rôle qu'ils assument dès le départ. C'est-à-dire que ils le disent, le football est un spectacle. Il y a le gentil, c'est les Chivas. Nous, on va être les méchants et on va vous montrer qu'on est capable d'être les méchants, quoi. Donc, on va assumer totalement. Mais il peut pas y avoir un côté socio-économique qu'on a, par exemple, en Amérique du Sud, en Argentine ou machin. Enfin, parce que ces clubs émergent beaucoup plus tard. Donc, la lutte des classes n'existe plus en football à ce moment-là. Et quand on parle de l'Argentine ou de l'ancrage populaire, les clubs, ils se sont créés par quartier, ils se sont créés parce qu'ils défendaient un certain type de public, ils se sont créés au sein de public. Là, on est sur une construction de clubs totalement différente. C'est pour cela qu'on n'a pas ce genre d'antagonisme et qu'on peut pas parler de conflit social entre ces clubs-là. Et c'est pour ça que le football mexicain est si particulier et si passionnant. Je sais pas vous, là, c'est très subjectif ce que je vais dire, mais à mon sens, dans le monde footballistique, le Mexicain, il vaut ce qu'il vaut, le football mexicain, mais il y a un particularisme quand même. Ouais, mais alors la seule, alors je suis d'accord avec toi, Simon, je voulais faire une petite, rajouter un petit point sur ce que disait Nico. Les seuls lieux où il y a cet antagonisme riche contre pauvre, et ça c'était vraiment au début à la création des clubs, c'était à Guadalajara où finalement tu as l'Atlas contre les Chivas, et à Monterrey où tu as le Rayados contre Tigres. Mais c'est uniquement au niveau local qu'il y a cet antagonisme qui se crée, et c'est vraiment au début, parce que maintenant on le retrouve plus. Eh bien, tu as parlé du loup. Tu as parlé du loup qui rentre dans la bergerie. Tu les as cités, les deux Reggio, les deux clubs Reggio, les deux de Monterrey. C'est un peu exprès. Voilà. J'allais vous poser la question, messieurs. Voilà, on bascule dans l'autre partie de notre podcast. Pourquoi cette définition de Cuatro Históricos pourrait être considérée comme caduque de nos jours? Eh bien, messieurs, c'est en partie pour ces deux-là, non? Oui, principalement parce que les deux clubs. En ce moment, les deux clubs qui ont le plus de moyens, donc avec l'América, parce que l'América a toujours eu depuis les années 70 et aura toujours des moyens. Et désormais, tu as les deux clubs de Monterrey qui, en plus d'avoir énormément de moyens, de pouvoir payer énormément de stars, ils se mettent à acheter énormément même d'Argentins ou de Brésiliens ou de Colombiens d'Amérique du Sud qui pourraient éventuellement aller en Europe et qui choisissent d'aller au Mexique. Ils ont gagné énormément de titres, notamment les Tigres sur les années 2010. Quand on a franchi l'année 2020, on s'est beaucoup posé la question quelle était l'équipe de la décennie, est-ce que c'était l'América ou les Tigres? Donc il y a l'hégémonie de ces deux clubs-là. Avant tout, qui est dû parce que avant, en fait, le nord du Mexique est une zone désertique où il y a très peu de vie en général. Et il y a la ville de Monterrey qui est une ville industrielle, une ville d'entrepreneurs qui a vécu un boom à la fois démographique, économique, et qui a fait que Monterrey désormais est devenue la deuxième ville du pays, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 100 ans, c'était presque un village, et ce boom économique et démographique a créé la culture foot à Monterrey, et c'est désormais des clubs qui comptent dans le paysage du foot mexicain, et ça dérange pas mal les clubs du Sud, même mondial. Oui, continental, parce que les Tigres ils sont arrivés en finale de la Copa Libertadores il y a 5 ans maintenant. Monterrey est multiple vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Il me semble qu'ils en ont gagné 3 d'affilée entre 2012 et 2015. Donc voilà. C'est dans le Lucarne Opposé Magazine numéro 10 qui sortira un jour. Peut-être. Et donc et oui, ça sortira. On sait que ça sortira. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, juste rapidement, parce que je sais qu'on va revenir sur ces deux larrons là, mais est-ce qu'il y a quand même d'autres clubs qui pourraient essayer d'avoir ce statut d'historique? Toluca a eu pas mal de clubs de titres dans les années 90, par exemple. Il y en a deux. Il y a Toluca qui règne sur le début du XXe siècle, si on parle en termes de siècle. Ouais. Et il y a Pachuca. Je veux dire, Pachuca a décroché 6 titres, ils en ont fait 5, je crois, depuis 2000. Et d'ailleurs, les 6, je crois que d'ailleurs, c'était 99, le premier titre. Ils ont gagné 5 Conca Champions, ils ont gagné une Sudamericana, donc ils ont gagné au Sud qu'aucun Mexicain n'a fait. Donc ces deux clubs-là, ils peuvent clairement prétendre à ce statut d'historique. Et peut-être que c'est quelque chose dont on parlera après, parce que Diego l'a sous-entendu, a évoqué un point qu'on peut utiliser aussi pour expliquer la lutte entre pourquoi on est historique et pourquoi on l'est pas. Quand il parle de Monterrey qui est devenu une grande ville,
qui manque à Toluca et Pachuca pour être vraiment considérés, c'est d'être dans des grandes villes, tout simplement. Et oui, c'est des petites villes, Toluca, et là d'où vient Pachuca, c'est quoi la ville déjà? J'ai un trou. C'est Pachuca. C'est Pachuca, d'accord, je croyais qu'il y avait un autre nom derrière. C'est sûrement à cause de Club des Cuervos qui utilise la série Netflix, qui utilise le stade de Pachuca pour faire jouer les Cuervos. Mais malgré cela, Pachuca et Toluca qui ont gagné récemment sont des clubs pour les deux centenaires. Donc ça reste des clubs. Mais en fait, le problème, c'est que la question qui se pose sur historique ou pas, faut se poser la question si elle est uniquement sportive ou si elle est aussi culturelle. Sportive, à ce moment-là, si c'était uniquement basé sur le sportif, le terme de Cuatro Históricos devrait englober Toluca forcément, puisque Toluca a plus de titres nationaux. C'est 8 titres, je crois. Pumas et Cruz Azul. Toluca a 10 titres. C'est-à-dire que c'est clairement c'est le troisième club en termes de titres nationaux. Mais le débat n'existe même pas sur le fait de savoir si Toluca fait partie des Cuatro Históricos. Donc en fait, le terme de Cuatro Históricos se réfère avant tout à une réussite culturelle qu'à une réussite sportive. Et c'est pour ça que Toluca, comme tu le disais, est une petite ville. C'est un club qui n'a pas beaucoup de supporters à l'extérieur de sa ville. Ne pourra jamais avoir l'aura d'une América, d'un Cruz Azul, d'un Pumas ou d'un Chivas. Mais justement, voilà, on y vient. Donc qui est balayé pour les candidats Toluca et Pachuca. Maintenant, pour Monterrey et Tigres, parce que vraiment le débat aujourd'hui porte sur l'intégration éventuellement de ces deux-là dans du coup, ce qui serait les Seis Históricos. Quel rôle, s'ils devaient rentrer, quel rôle ils prendraient dans ces fameux rôles à prendre dans le spectacle, le grand spectacle mexicain, et est-ce qu'ils pourraient prendre un rôle? Elle est un peu là la question centrale, et comme le dit Diego, il y a une question qui est un petit peu, il y a une chose qui est importante quand on veut analyser les historiques d'un championnat, et surtout au Mexique, j'ai envie de dire partout, mais surtout au Mexique, c'est de ne pas essayer de l'analyser à la façon européenne. Ce que je veux dire et c'est ce que disait Diego, c'est-à-dire qu'on peut pas considérer uniquement le palmarès, on peut pas comme on ferait nous, comme par exemple en Europe on parle de Real Barcelone historique en Espagne parce qu'ils ont aussi marqué chaque décennie sportivement parlant, parce que il y a aussi une rivalité sportive dans le sens identité de jeu, etc. Au Mexique, c'est vraiment ce côté comment entrer dans le spectacle, et tu vois, si on se plaçait sur ce principe-là, Toluca a gagné ce que je disais, un titre par décennie à peu près, il me semble, et il devrait. Mais au Mexique, non, c'est le grand spectacle. Et pour revenir à ta question, quelle place, quel rôle jouer dans le grand film de la Liga MX, c'est tout le problème qui va se poser à Tigres et aux Rayados. Alors Diego disait que y a à Monterrey encore un petit peu cette lutte des classes entre le club du peuple Tigres et le méchant riche, entre guillemets, façon de parler, tu vois, plus moderne Rayados, qui va jusqu'à la guerre entre les stades, entre le Géant d'Acier et le Volcan. Mais ça va être compliqué de se trouver un rôle dans le grand paysage mexicain quand les 4 autres sont déjà là, quoi, et occupent déjà les rôles principaux. C'est ça, avec les deux clubs régio, on a du mal à leur imaginer une place. C'est exactement ce que tu dis, Nico. On a plus l'impression d'une grosse puissance régionale. On a l'impression qu'ils sont à part, qu'ils sont dans leur coin. Mais ça, c'est pas seulement au niveau footballistique, c'est même au niveau social et culturel au Mexique. C'est une ville très américanisée. Tu peux rentrer dans une épicerie ou dans un Oxxo. Le litre de lait, c'est pas un litre de lait, c'est en gallon. T'as certaines personnes il y a beaucoup plus d'anglicisme dans le langage espagnol. Donc déjà, c'est une ville complètement différente qui s'est basée plus sur sa proximité avec les États-Unis que dans sa proximité avec le centre économique du Mexique, qui est le bassin du centre entre Guadalajara, Mexico, Querétaro, tout ça. Donc déjà là-dessus, c'est clair et net. Il faut trouver cette réponse là-dedans. Ensuite, ceux qui veulent lancer le débat et qui veulent mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, Tigres, qui a le même nombre de titres que Pumas, dont 4 titres, même 5 titres depuis les années 2010, c'est avant tout parce que aujourd'hui on est sur une culture de l'instant, donc forcément on va se poser la question si Tigres n'est pas la grande équipe de la décennie, ce qui est très probable. Il leur manque quand même un titre continental. Et il y a le côté économique qui fait qu'aujourd'hui, comme les Tigres c'est l'équipe la plus riche avec Monterrey et l'América, forcément on va parler de ces clubs-là qui ont la possibilité de faire venir un Carlos Sanchez, la possibilité de faire venir un Rogelio Funes Mori et évidemment un André Pierre Gignac.
Ça va de soi. Et il y a quelque chose quand même, hein, c'est que ces Cuatro Históricos, de base, ils sont rentrés dans le cœur des Mexicains, on l'a dit, hein, pas seulement des gens qui habitent à México, Distrito Federal, Ciudad de México maintenant, ou à Guadalajara, donc leurs villes respectives, vraiment dans tout le pays. Est-ce que, via leur domination, Monterrey, les Rayados de Monterrey et les Tigres parviennent à rentrer dans le cœur de certains Mexicains au-delà de leur région, qui est, si je ne me trompe pas, le Nuevo León? Exact. Je pense que là, on a la réponse en fait au débat qui a lieu depuis quelques années avec l'émergence de ces deux clubs-là. Quand tu vas dans une ville de province, il n'a pas de club professionnel ou de club en première division, tu verras des maillots des Chivas. Parce que le Chivas, alors dans un des papiers que j'avais fait dans le magazine, j'avais expliqué un peu la rivalité Chivas-América qui peut vraiment être comparée, je pense que Nico est d'accord avec moi, avec le PSG Marseille. Le PSG serait l'América, la capitale, le club riche, les stars, etc. La chaîne de télévision la chaîne de télévision principale qui appuie le club. Et en face, tu as les Chivas. Je pense que tu as un supporter de Chivas dans n'importe quelle municipalité du Mexique. Tu vas dans une ville de province, tu auras des supporters des Chivas. Tu auras des supporters de l'América, tu vois des maillots de Cruz Azul, ça c'est incroyable. Cruz Azul, c'est un club qui n'a pas gagné de titre depuis 20 ans. Et tu as même des gamins de 10 ans en province qui vont être supporters des Cruz Azul. Et tu leur dis pourquoi, et tu leur demandes pourquoi, ils ne savent pas vraiment. Tu n'as pas de maillot des Tigres, tu n'as pas de maillot de Monterrey, des Rayados, dans d'autres villes que leur propre ville. Donc sur cette base-là, c'est pour le moment, culturellement, absolument impossible de renverser la hiérarchie pour le moment. Ouais, c'est compliqué et pour vraiment la chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce qu'on essaye de dire aussi depuis le départ, c'est qu'il faut vraiment voir la Liga MX comme un film, comme une grosse production et les quatre historiques ont les quatre rôles principaux. Donc va falloir trouver un rôle pour ces deux-là. Et comme le dit Diego, hein, alors ça évolue un petit peu au niveau des aficionados et des amateurs de foot. On a les enquêtes d'opinion, on voit que Tigres progresse petit à petit, mais voilà, ça va être très compliqué de venir bousculer ces quatre-là. Je ne sais pas si ça sera impossible, mais il va falloir en tout cas le faire sur plusieurs décennies. Ils l'ont pas fait du jour au lendemain. L'América, Chivas, Cruz Azul et les Pumas. On parle d'équipes qui sont là. Diego disait depuis les années 40. Mais je pense qu'ils ont davantage de supporters parce que Monterrey est la ville qui gagne le plus d'habitants au Mexique. La démographie est importante dans cette ville. Je pense que toutes les villes qui n'ont pas de sport professionnel, qui n'ont pas d'équipe de foot professionnelle dans le nord, je pense à Coahuila, je pense à toutes les villes frontalières, même Juárez, là tu peux avoir du supporter de Tigres, mais tu te balades au centre du pays, là où il y a les 3/4 des habitants du pays qui vivent dans le centre. T'as pas de maillot. À Mexico, tu te balades, tu vois pas de maillot des Tigres, tu vois pas de maillot des Rayados. Et si c'est le cas, c'est parce que c'est un gars de Monterrey qui a dû travailler, en fait. Mais t'as pas de Chilango ou de Tapatio, donc d'habitants nés entre Guadalajara ou Mexico, qui supportera Monterrey ou Tigres. C'est quasiment impossible. Très bien. Messieurs, pour terminer, est-ce que voilà, vous semblez un petit peu tout de même clore la question. La question n'est au final plus très ouverte. Hein. On a la sensation que ces Cuatro Históricos vont rester Cuatro. Est-ce que pour ces deux-là, on arriverait à imaginer tout de même un futur où comment ils pourraient arriver à se faire une place parmi ces historiques? Je pense que Nicolas dit, il faut qu'il se trouve une place dans le spectacle et dans le film que représente le football mexicain. Oui, mais si on essayait d'avoir de l'imagination, laquelle serait-elle? Accepter qu'il y a une ville nouvelle dans le sens moderne et dans le sens... il y a 50 ans, personne considérait forcément Monterrey comme une ville importante du Mexique. Allez, on va dire 70 ans, 80 ans. Et donc, du coup, c'est accepter cette place-là qui est ville régionale, et de toute façon les clubs ils s'en accommodent très bien. Je veux dire, les Tigres, même si ils ont souvent eu leurs affrontements avec l'América lors des finales ou lors des demi-finales de playoffs, l'ennemi à battre ça reste Monterrey. Et c'est comme ça, et je pense qu'en fait il faudrait bâtir un peu là-dessus. C'est pas un problème, je pense. Il y a beaucoup de clubs qui restent au niveau régional important et qui ont toujours des succès, etc. Et je suis même pas sûr que les Tigres, leur vocation ce soit d'attirer des nouveaux spectateurs de régions qui sont à 1000 km de Monterrey. Ouais, disons que s'ils veulent trouver un rôle dans ce film, c'est comme le dit Diego, leur premier souci entre guillemets, c'est de sortir de la lutte interne, de la lutte locale, parce que pour l'instant, Tigres je vais pas dire n'existe que par sa lutte contre les Rayados, mais pas loin, hein, comme le dit Diego, ils s'accommodent très bien de ça leur suffit.
Cette rivalité leur suffit. Alors s'ils veulent jouer un nouveau rôle, si on doit être imaginatif dans le film, on peut dire que il faut que l'un des deux se dise je vais prendre le statut du jeune premier qui veut renverser ou du révolutionnaire qui veut bousculer l'ordre établi. Mais le problème c'est qu'ils sont deux à vouloir jouer ce rôle-là et c'est ce qui pour l'instant fait la chance des quatre. Il y a un monstre bicéphale, messieurs. Est-ce que ça ne pourrait pas être un rôle, je pense là tout à coup comme ça, la va-vite, l'inspiration au chevalier à plusieurs têtes des Monty Python, où toutes les têtes ont des caractères différents. Le problème du monstre bicéphale, c'est que pour l'instant, il est plus occupé à se mettre des coups de boule qu'à taper les autres. C'est ça qui peut être rigolo. Et c'est ça qui peut conquérir, les Mexicains. C'est ce côté régional. Voilà, c'est pas encore un club de DF, c'est pas encore un club de Guadalajara, ni la première ni la deuxième ville. C'est une autre ville et il y a ce côté presque cartoon. Ouais, bah regarde, on parle de bousculer cette hiérarchie-là, mais dans le cœur des Mexicains, il y a même d'autres clubs qui, selon moi, sont plus présents dans le paysage, alors que, toi qui as vécu à Guadalajara. Chivas, c'est plus le club des Mexicains de tout le pays, qui n'ont pas, un peu comme les gens en Normandie qui vont supporter l'OM. Bon, bah, t'as plein de régions au Mexique qui aiment les Chivas. Mais le club le plus supporté dans la ville de Guadalajara, c'est Los Zorros. C'est probablement l'Atlas. Bien sûr. C'est l'Atlas. C'est un club qui a gagné aucun titre depuis 63 ans et qui continue à drainer énormément de sympathie. Il y a des gamins, t'as des gens qui n'ont connu aucun titre de l'Atlas et qui, pour eux, il n'y a aucune grande majorité aucune alternative. Voilà, bah oui, une grande majorité vu que le club n'a pas gagné depuis 60 ans. Donc déjà, si on faisait des enquêtes au niveau national, même l'Atlas ils n'ont pas un poids économique important, mais dans la rue, tu verras plus de maillots de l'Atlas que des deux grands au Nord. Donc déjà, le côté culturel déjà est loin d'être seulement face aux quatre gros. Nico, pour terminer. Ouais, non, mais c'est ça. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Diego. Et si on doit revenir sur la question. Pour conclure justement sur la question posée au départ sur la place des Cuatro Históricos, et même si certains voudraient que ça change, vraiment, hein, j'insiste sur le fait ne pas essayer de poser. Pourtant, je sais que je fais une parenthèse, mais je sais qu'à une époque, le président de Toluca, alors je sais plus lequel, avait justement souligné le fait qu'au Mexique, on regardait pas les titres, mais on regardait le côté populaire. Mais oui, mais justement, c'est le côté culturel. Diego l'a très bien expliqué. On a essayé de l'expliquer tout du long. Et c'est vrai que ça va être très compliqué pour d'autres de venir changer l'ordre de cette hiérarchie-là, à moins que les producteurs aient envie de virer certains acteurs. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour encore cette magnifique émission. Ma foi, la question a été plus ou moins close. On l'entrouve tout de même un petit peu. On leur laisse une dernière chance. Je lance une bouteille à la mer, comme ça, s'il nous écoute un jour, je me demande bien ce qu'en pense l'intéressé André-Pierre Gignac, qui est aujourd'hui l'un des étendards historiques des Tigresses, justement, l'un de ces deux prétendants au poste d'historique. Ma foi, André-Pierre, je me demande bien ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous contacter, Lucarne Opposée pour nous en faire part. On vous ouvrira grand la porte et nos micros et nos stylos. Merci Nicolas. Merci à toi Simon. Et gracias, güey. Eh bien, merci à vous. De nada. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et bien, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis.